Ah. Bonjour Fanta. On ne t'entend pas. Tu n'es pas connecté pour le son. Ici, on ne t'entend pas. Je ne t'entends pas. On va vérifier notre son de chez nous. Ah oui. 1, 2, 3. C'est pas connecté à l'audio. Il y avait marqué juste. Moi, je n'étais pas connecté à l'audio. Non, Madame n'est pas connectée à l'audio. ça s'est affiché. Pas connecté. Voilà. Ouais. Audio. Moi, je ne t'entends pas. Je n'ai pas de son qui vient de chez toi. Alors, on n'a pas de son. Moi, je parle. Ça fonctionne, mais je ne t'entends pas. Il n'y a pas de son. Et même son image est bon. Alors, non, j'en entends rien. Oui, c'est pas possible. Allô? Bonjour. Quelle joie, quel bonheur. Là, on t'entend. Enfin. Bon. Enfin. Enfin. Je suis nul en informatique. Non, mais tu n'es pas là pour l'informatique, c'est pour d'autres personnes, c'est pas toi. OK? Quelle joie, quel bonheur, Fanta, de pouvoir t'inviter dans ma classe. J'ai ici de jeunes futurs gestionnaires qui un jour, peut-être, un d'entre eux prendra ta place. J'espère aussi. Je l'espère. Oui, on forme la relève. Tout à fait. Voilà. Alors, en première partie, ce matin, c'était agréable. On avait la sénatrice Amina Gerba, qui est d'origine camerounaise, qui est arrivée ici dans le milieu des années 80 et qui, depuis à peu près un peu plus qu'un an, est devenue sénatrice au Sénat canadien. Et elle fait partie d'un comité, entre autres, pour valoriser les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique. Alors, elle nous a parlé de ces éléments. D'accord. Alors, dans ce cours, comme je t'en ai parlé l'autre jour, il y a une première partie où on voit des aspects peut-être plus techniques ou terre à terre, la gestion des ressources humaines, la façon de manager, l'importance des cultures. On a parlé des organismes de promotion régionale, sectorielle, des accords de libre-échange avec le Canada ou les accords de libre-échange au sein même de l'Afrique. On n'a pas nécessairement exploré les accords de libre-échange avec l'Europe ou l'Asie parce que ça déborde un peu du temps qui nous est imparti. Mais on aimerait bien avoir ton point de vue parce que tu fais partie quand même d'un de ces regroupements de pays régionaux qui tend à amoindrir les barrières pour permettre les échanges commerciaux. Et s'il y avait même quelques élans de ce regroupement économique pour s'intéresser un peu plus au Canada, on serait ravis de l'entendre de ta part. Alors, mes étudiants qui sont ce matin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 18 sont tous oui. La parole est à toi. Fanta.
Entends, Timothée. Ouais. OK. C'est à toi. C'est à moi, d'accord. Bonjour à tous. Bonjour K. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour accompagner donc cette future relève, n'est-ce pas? Je me présente, donc je suis Fanta Cissé. Je suis la représentante de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Donc la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. C'est une communauté qui regroupe 15 pays, donc il y a 15 pays membres. Et la Côte d'Ivoire est un des 3 plus grands pays de la CEDEAO. Nous avons le Nigeria en termes de PIB, en termes de nombre d'habitants, qui est assez grand. Je suis actuellement au Nigeria, où j'assiste donc à la révision annuelle des activités donc, de la CEDEAO dans les 15 pays. Donc, je ne suis pas actuellement à Abidjan, je suis à Abuja. Abuja qui n'est pas la capitale économique, puisque c'est Lagos, mais c'est une autre capitale, c'est la capitale administrative donc, du Nigeria. J'ai connu Karl quand j'étais encore débutante en Côte d'Ivoire. Je travaillais pour Apexi et j'ai eu le plaisir de venir au Canada pour suivre une de ses formations. Et d'ailleurs, je faisais partie des personnes qu'il a formées sur le commerce international. Voilà. Sinon, avant ça, j'ai travaillé à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que responsable excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans ma chambre. OK. En tant que responsable donc, des cours régionaux, où je donnais justement des cours sur les règles du système commercial multilatéral. Donc, à l'OMC, j'étais dans le multilatéralisme. Aujourd'hui, je suis dans le régionalisme, puisque la CEDEAO, c'est une des principales communautés régionales sur laquelle le processus de l'intégration continentale, tel que prôné par l'Union africaine, doit prendre forme. Donc, vous savez que dans l'Union africaine, nous avons la CEDEAO, nous avons plusieurs institutions régionales donc, qui forment l'Union africaine. Et la CEDEAO fait partie donc de cette institution, enfin de cette grande institution de l'Union africaine. Et la CEDEAO est vraiment la principale communauté économique régionale. Et je suis leur représentante en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest? C'est une confédération qui a été créée par le traité du 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Après, il y a eu une révision donc, de ce traité constitutif qui a eu lieu le 24 juillet 1993. L'objectif de la CEDEAO, c'est de prôner la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples. Aujourd'hui, on parle plus d'une CEDEAO des peuples qu'une CEDEAO des États. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le bien-être des peuples et comment faire en sorte que les populations puissent mieux échanger, mieux se comprendre et puissent mieux s'intégrer les uns aux autres. L'objectif également, c'est de maintenir et d'accroître la stabilité économique de ces pays, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Puisqu'on est membre de l'Union africaine, nous sommes dans l'Union africaine, donc les progrès qui sont réalisés dans ce continent et nous sommes également impliqués dans ce progrès-là. Et nous avons plutôt intérêt à nous donner la main pour que ça puisse être réalisé. Nous visons également la mobilisation des différentes couches de la population. Comme je l'ai dit, maintenant, on parle plus de CEDEAO des États, mais plus de CEDEAO des peuples et de leur intégration et une participation plus effective de ces peuples-là
sur le processus d'intégration régionale. Alors, cette CEDEAO, qui aujourd'hui compte 15 pays, nous avons 9 pays francophones, le Bénin, le Burkina Faso. Je ne sais pas si vous voulez que je vous cite les pays. Bon, je vais vous les citer. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui sont les 9 pays francophones. Ensuite, nous avons 4 pays anglophones, qui sont le Ghana, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Et enfin, 2 pays lusophones, qui sont le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. La CEDEAO, aujourd'hui, elle compte 390 millions d'habitants. Et on pense que d'ici 2050, eh bien, nous arriverons à 800 millions d'habitants. Donc, vous imaginez un peu la force de ce pays en matière de consommateurs, une plus-value en matière de consommateurs, puisqu'il y a quand même 390 millions d'habitants et 800 millions que nous atteignons en 2050. La CEDEAO a réalisé beaucoup de progrès. Nous pouvons citer notamment le schéma de libre-échange commercial, n'est-ce pas, qu'on appelle le SLEC, qui est un protocole en fait relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, n'est-ce pas? Ça, c'est un des progrès qui a été réalisé. Il y a eu également un autre progrès, c'est l'établissement du tarif extérieur commun. Le tarif extérieur commun, en fait, c'est un instrument qui permet au pays de pouvoir échanger, est un instrument qui permet en fait à toute personne qui désire pénétrer le marché le marché d'un des pays membres de la CEDEAO, de payer un seul droit d'entrée. À partir du moment où vous rentrez dans ce pays, à travers un des pays, donc un des 15 pays, vous avez accès à tous les autres pays sans payer d'autres droits de douane. La CEDEAO représente vraiment un grand atout. Il y a ce tarif extérieur commun et le STEC, le TEC, plutôt le tarif extérieur commun, et le SLEC, qui est le schéma de libre-échange commerciaux, et de nombreux programmes qui sont également en cours de conception ou de mise en œuvre pour renforcer l'intégration de ces zones qui représentent 3,4% de la surface habitable mondiale et 5,2% de la population mondiale. Alors, sur le plan humain, les atouts de la CEDEAO, nous avons un énorme potentiel humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une superficie de 6 millions de kilomètres carrés. Elle représente un marché de 390 millions d'habitants, donc 390 millions de consommateurs. Sa population est assez jeune, elle représente environ 67%, et cette population contribue au développement économique dans l'espace CEDEAO. Elle constitue une main-d'œuvre à bon marché et représente un important marché de consommation. Par sa diversité, elle contribue à la diversification de l'économie. Les femmes ne sont pas en reste. Au contraire, elles ont renforcé au cours des dernières années leur présence dans le commerce régional, notamment dans les transactions transfrontalières. Elles sont rapidement apparues comme des animatrices des marchés frontaliers de produits de toutes catégories. Karl le sait très bien parce qu'il est ici, il a sillonné beaucoup de nos pays en Afrique et il a été beaucoup dans nos marchés pour voir comment est-ce que les femmes travaillent. Et elles produisent notamment des produits agroalimentaires locaux et importés du marché international. Donc, elles vendent ces produits-là. Allô? Oui, on est là. Oui. OK. Il faut reconnaître que les produits importés sont beaucoup plus vendus sur nos marchés que les produits locaux, étant donné que, eh bien, nous avons des produits de base, mais ils sont plus transformés à l'étranger. Et en général, les pays africains sont plus attirés par les produits qui ont été importés, puisque dans des pays industrialisés comme les vôtres.
Donc, à partir de cet instant, le champ des activités commerciales des femmes a commencé à dépasser les limites de la sphère domestique et des espaces de proximité et s'intéresse plus aux marchés transnationaux, s'offrant ainsi une plus d'opportunités d'affaires. Et c'est ce que nous faisons en fait. Nous souhaitons vraiment encourager ces femmes à échanger entre elles dans l'espace CEDEAO, qui a quand même une plus-value. Et au lieu de toujours essayer d'aller vers les marchés extérieurs, on leur demande et on les encourage, mais on les forme également sur les règles des échanges commerciaux pour qu'elles puissent mieux échanger entre elles dans l'espace CEDEAO et les encourager également à restrictive que d'aller vers les pays occidentaux qui exigent certaines normes pour pouvoir accéder à leur marché. Et ces normes ne sont pas toujours faciles à être appliquées dans nos pays. Nous avons par exemple au Burkina la contribution des femmes du secteur privé dans la formation du produit intérieur brut et qui est plus élevée avec 63,1% de la valeur ajoutée manufacturière et 28,6% du produit intérieur brut informel. Malheureusement, effectivement, beaucoup sont dans l'informel, souvent parce qu'elles ne savent pas comment formaliser leur entreprise. Et souvent, bien sûr, l'informel, quand on est dans l'informel, il n'y a pas de taxes à payer, il y a moins de restrictions, il y a plus de, on va dire, facilité à pouvoir vendre son produit sans contrainte. Et malheureusement, on essaie, bon, ces femmes sont beaucoup dans l'informel et on essaie de faire en sorte pour qu'elles reviennent dans les règles strictes du commerce, dans les règles applicables strictes du commerce. Au Bénin, par exemple, vous avez les femmes commerçantes qui représentent 59,7% des emplois du secteur informel également et contribuent pour 21,8% du produit intérieur brut non agricole du pays. Et puis au Mali, vous avez les femmes qui représentent 71,9% des emplois informels. Alors, c'est vrai que l'informel, finalement, est bénéfique, entre guillemets, puisqu'il y a une rentabilité quand même au niveau de l'économie, puisqu'elle contribue d'une certaine manière à la hausse de l'économie. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de faire en sorte de formaliser ces entreprises, ces femmes qui sont dans l'informel, donc formaliser leur entreprise à travers des formations, à travers des informations, des séminaires, pour leur expliquer les avantages et pouvoir mieux échanger dans l'espace CEDEAO. Dans le cadre de ces échanges, justement, la CEDEAO a d'énormes atouts, tels que l'application des tarifs extérieurs communs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un principe qui désigne des droits de douane communs aux membres d'un groupe de pays, souvent liés entre eux par un accord de libre-échange. C'est le cas de la CEDEAO, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont liés entre eux par un accord de libre-échange. Ils appliquent le tarif extérieur commun. Extérieur du groupe, donc de la CEDEAO, sera taxé au même taux, quel que soit son point d'entrée dans la zone. Donc, c'est en fait l'un des instruments pour une harmonisation des politiques commerciales des États membres de la CEDEAO et pour le renforcement du marché commun des États membres. Et c'est un instrument dynamique de politique commerciale qui vise à lutter contre les détournements de trafic, à harmoniser et à simplifier les systèmes de taxation de portes des États membres et à offrir aussi aux entreprises une fiscalité adaptée pour leur compétitivité ainsi qu'une protection ciblée et un approvisionnement optimal en biens de consommation pour les populations. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous explique la structure du TEC? Mais bien sûr que oui. Ou je passe dessus, étant donné qu'on a... Éduque-nous. Désolé, hein. Vous m'entendez? Oui, oui. Poursuis, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt.
Vous êtes là? Mais oui. On est là. OK. Ben, écoute, là, moi, je vois une image figée. D'accord. Bon. Alors, la structure du TEC, je vais vous en parler quand même très brièvement. Donc, elle se compose d'une nomenclature tarifaire et statistique, c'est-à-dire la désignation des marchandises au sens du tarif, ainsi que leur numéro de classement ou code tarifaire, et d'un ensemble de droits et taxes. Ça, c'est la structure du TEC, le tarif extérieur commun. Ensuite, nous avons le schéma de libre-échange des échanges, de libéralisation des échanges commerciaux. Ce schéma est un outil qui vise la mise en place effective d'une zone de libre-échange. Alors, ce schéma vise essentiellement à accroître les échanges intracommunautaires par l'élimination totale des droits de douane entre les États membres, notamment la libre circulation des marchandises et des biens et des taxes d'effet équivalent à l'importation dans l'espace CEDEAO. De plus, il permet de réduire les nombreuses formalités administratives aux frontières. La libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO permet également aux entreprises résidentes dans n'importe quel pays de la CEDEAO de vendre ces marchandises dans d'autres pays membres sans payer de frais de douane. Il faut souligner que cet instrument comporte d'énormes avantages. En effet, outre l'exonération des droits de douane, le SLEC, donc le schéma de libre-échange commercial, permet aux opérateurs économiques de sortir des marchés nationaux étriqués pour pénétrer le marché régional fort de plus de 300 millions d'habitants. En plus du TEC et du SLEC, il existe d'autres avantages créés pour permettre de faciliter les échanges dans l'espace CEDEAO. En effet, dès lors que vous pénétrez le marché CEDEAO, donc un des pays de la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, eh bien, il y a la suppression des droits de douane intérieurs. Il y a également la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. En outre, vous avez l'élimination des barrières non tarifaires. Et puis, bien sûr, la libre circulation des travailleurs. Et enfin, le droit de résidence, le droit d'établissement et l'abolition des visas. L'abolition des visas. Donc, il n'y a pas de visa entre pays membres. Il n'existe pas de visa entre les pays membres de la CEDEAO. Il existe également d'autres atouts. Sur le plan agricole, par exemple, la diversité climatique favorise une grande variété de sols, propice à de nombreuses cultures agricoles, telles que le cacao, café qu'on trouve en Côte d'Ivoire, le coton également au Mali, l'arachide au Mali, l'EVA, le riz dans pratiquement tous les pays, puisque nous sommes les premiers, enfin, on fait partie des premiers consommateurs de riz dans le monde et on consomme beaucoup de riz. Le palmier à huile également, les féculents, les céréales, les cultures maraîchères et fruitières. Sur le plan énergétique et mines, la CEDEAO est une vaste région aux immenses potentialités naturelles. Son sous-sol est riche en ressources minières. En Guinée, vous avez la bauxite, je crois qu'on est premier mondial en bauxite. On a la phosphate, le fer, le manganèse, l'or, le diamant. On a notamment dans une région de la Guinée toute enfin, je dirais pas un quartier, mais une zone très riche en diamants et en or. Nous avons également du nickel et de l'uranium dans les pays de la CEDEAO. Et en hydrocarbures, vous avez donc le pétrole et le gaz naturel. Dans certains pays, nous avons découvert le pétrole et le gaz naturel. Concernant les ressources en eau continentales abondantes sont des atouts pour des activités de pêche. Nous avons des pays qui exportent beaucoup des produits de pêche. Vous avez le Sénégal, vous avez la Guinée aussi. Au niveau des transports, la production d'hydroélectricité, l'irrigation, le tourisme également. Nous sommes un pays touristique. Quand je dis un pays, c'est vraiment la communauté elle-même, la communauté de la CEDEAO, en tant que
une seule zone. Donc, nous avons tous ces atouts-là. Et puis, nous avons une longue façade maritime sur l'océan Atlantique qui favorise aussi les activités portuaires, touristiques, halieutiques et d'exploitation d'hydrocarbures. La situation géographique de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, offre d'importantes surfaces pour la production d'énergie photovoltaïque. La CEDEAO dispose également de vastes superficies propices aux activités pastorales, surtout dans les pays du Sahel, comme le Mali et le Niger. Alors, concernant les conflits, vous savez qu'actuellement, nous vivons une situation assez délicate et nous essayons de régler ça de manière, pacifique avec nos pays membres, donc nos 3 pays membres qui sont touchés par ces coups d'État, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Donc, nous essayons de régler ces conflits de manière pacifique. Nous avons d'ailleurs le 4 et le 5, plutôt le 4 et le 5, je crois que c'est sur 2 jours, le haut sommet des chefs d'État pour encore discuter sur l'état d'avancement de la révision de la constitution de ces pays-là qui vivent une crise assez difficile. Et parce que l'objectif, en fait, de la CEDEAO, c'est vraiment de maintenir la paix et la sécurité dans notre région, pour ne pas que d'autres pays soient tentés d'aller vers ces coups d'État-là. Donc, la CEDEAO vraiment dispose d'impressionnantes potentialités naturelles et humaines. Et pour accélérer le processus d'intégration, nous sommes également un espace oasis. Nous sommes un oasis, en fait, pour les investissements. Et nous représentons également un énorme potentiel humain et économique. C'est réellement un vaste réservoir de main-d'œuvre, mais aussi un grand marché de consommation, avec une population de plus de 300 millions d'habitants. Enfin, nous travaillons actuellement sur un projet qu'on appelle la vision 2050 de la CEDEAO, dont l'objectif est d'arriver à une communauté des peuples pleinement intégrée, n'est-ce pas, avec près de 800 millions d'habitants en 2050, vivant dans une région pacifique et prospère, dotée d'institutions fortes, respectueuses et œuvrant pour un développement économique et inclusif durable. Ainsi, conformément au mandat qui est celui de la représentation permanente où je suis, je m'inscris depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire dans une logique de renforcement de la visibilité de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, de promotion des relations entre la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. En effet, la Côte d'Ivoire est dans notre espace un pays qui symbolise le mieux l'idéal de la CEDEAO. Avec plus de 29 millions d'habitants, dont près de 7 millions de non-nationaux, son économie florissante, sa relative stabilité, son ouverture politique et l'hospitalité traditionnelle de la population ivoirienne, la Côte d'Ivoire agit comme un laboratoire de modèles d'intégration pour la CEDEAO. Et notre mission est également de mobiliser les acteurs nationaux et les partenaires divers autour de l'agenda régional et enfin l'amélioration du concours de la CEDEAO à la réalisation des objectifs nationaux et sous-régionaux de développement humain, économique et politique. Voilà, merci de votre aimable attention. Je reste à l'écoute de vos questions. Merci. J'ai une première question qui me préoccupe. Où sont les Oui. Canadiens? Où sont les Canadiens, où sont-ils? Leur contribution, leur participation, leur investissement, leur intérêt. Où sont les Canadiens dans la CEDEAO? La réponse est claire. Je n'entends pas. Où sont Tu demandes quoi? Où sont les Canadiens dans la CEDEAO? Sont-ils présents? Investissent-ils? Achètent-ils? Se déplacent-ils? Vendent-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils sont là? Alors, concernant la CEDEAO, c'est vrai que je vous ai plus parlé des échanges entre
pays membres de la CEDEAO, je n'ai pas, concernant les Canadiens, bien sûr que les Canadiens sont les bienvenus. Nous sommes plus à la recherche des investisseurs, des personnes qui pourraient nous transférer des compétences en matière de formation, en matière d'intelligence artificielle et autres. Nous avons besoin des Canadiens, comme nous avons besoin des autres pays, pour voir dans quelle mesure, eh bien, vous pouvez nous transférer vos connaissances, puisque vous êtes un pays industrialisé, vous avez plus de potentiel que nous, plutôt plus de potentialité en termes humains, en termes intellectuels, en termes technologiques et en termes de connaissances. Nous avons besoin des Canadiens pour pouvoir continuer à développer notre continent et pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs. Oui, alors les Canadiens ont mis en place des traités avec plusieurs pays membres de la CEDEAO, des traités relatifs à la protection de l'investissement, parce que le Canadien est très timide dans ses investissements à l'étranger, particulièrement en Amérique latine et en Afrique, pour diverses raisons. Et ces traités de libre-échange, par exemple avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, ont été mis en place pour faciliter non seulement l'investissement du côté des mines, mais en agriculture, en éducation, en santé, en technologie de l'information. On sait que les Canadiens restent quand même parfois timides. La question que je vous posais, c'est existe-t-il au sein de la CEDEAO une tentative, un intérêt de créer un lien commercial plus fort avec le Canada ou pas vraiment de lien de ce type qui se met en place? Alors, moi, personnellement, vu le potentiel du Canada, moi, je verrais effectivement, pourquoi pas, créer un accord régional entre le Canada et la CEDEAO. Ça serait un atout pour le Canada qui aura, en plus des consommateurs habituels, il aura environ 300 millions d'habitants, 300 millions de consommateurs supplémentaires, avec des potentialités qui existent au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas? Et il va commercialiser non plus individuellement avec chaque pays de la CEDEAO, mais avec l'ensemble des pays, comme si c'était un seul pays. Donc, c'est un atout majeur de créer un cadre de libre-échange entre le Canada et la CEDEAO en tant qu'unité, en tant qu'union, et ça permettra donc d'avoir un marché beaucoup plus grand et beaucoup plus de potentialité pour le Canada. Et pour les pays membres de la CEDEAO, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un atout de pouvoir avoir un grand partenaire comme le Canada pour bénéficier de tous ces transferts de connaissances, de technologies et autres que pourrait fournir le Canada pour les pays membres de la CEDEAO en tant qu'unité. Très bien. Des questions pour Mme Steve? Oui, question certainement. Oui, Paul. Donc, si je comprends bien, vraiment, la CEDEAO, c'est vraiment plus pour le commerce régional entre les pays membres et non pour faire un pont entre la CEDEAO et les pays qui seraient d'un extérieur. Ouais. Est-ce que tu as entendu? Non, pas trop. Bon, la question était, s'ils comprennent bien, la CEDEAO est un vecteur d'union pour les pays ouest-africains pour promouvoir le commerce, entre autres le commerce entre eux et d'autres éléments, le mouvement des populations, le droit de résidence, etc. Mais la CEDEAO est surtout concernée par le commerce interrégional et peut-être un peu moins avec le commerce extérieur. Oui, c'est vrai qu'il n'existe pas beaucoup d'accords régionaux avec les autres pays hors CEDEAO. Et c'est là où, étant donné qu'au niveau intra-régional, il y a déjà des difficultés,
chacun individuellement essaie, chaque pays individuellement essaie d'aller commercialiser avec les autres pays extérieurs à l'Afrique. Mais l'atout qui serait, enfin, un des atouts qui serait vraiment un des atouts même du Canada, c'est de pouvoir créer donc ce lien avec la CEDEAO en tant que communauté regroupant 15 pays pour échanger plus facilement et de manière plus bénéfique avec ces pays-là. C'est vrai que pour l'instant, chacun négocie individuellement avec les pays industrialisés. Alors que s'ils négocient avec la communauté elle-même, eh bien, ils auraient beaucoup plus d'avantages. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai bien répondu à la question qui a été posée. Oui, c'est très, très clair. C'est la réponse qui correspond. J'en profiterai pour le mentionner dans une conversation ultérieure avec la sénatrice qui est avec nous en ligne, de peut-être mener une mission canadienne vers la CEDEAO pour permettre de creuser cette idée, de faire un lien entre le Canada et l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, un lien économique. Exactement. Exactement. Actuellement, l'Union européenne est dans cette démarche. Elle a commencé, elle a fait un accord de partenariat économique, n'est-ce pas, où elle négocie, enfin, elle a terminé de négocier, mais il y a l'accord de partenariat économique avec les pays de la CEDEAO, n'est-ce pas? Mais tous les pays de la CEDEAO n'ont pas signé cet accord de partenariat économique, n'est-ce pas? Mais la majorité a déjà signé. Maintenant, c'est un avantage de l'Union européenne de faire cet accord de partenariat économique parce qu'elle pourra déroger aux règles, notamment de l'OMC, qui demande qui prône que tous les pays membres de la CEDEAO, de l'OMC, doivent appliquer le principe de la clause de la nation la plus favorisée. Mais à travers l'article 24 de la CEDEAO qui autorise les pays membres à échanger entre eux, ou plutôt à créer un espace économique spécial pour pouvoir échanger entre eux, eh bien, certains utilisent cet accord-là pour pouvoir faire des accords intérimaires ou carrément en marge de l'accord général qui est prôné par l'OMC, donc l'accord du système commercial multilatéral. Donc, ça serait un atout du Canada de pouvoir créer ce partenariat avec la CEDEAO. Donc, ça ferait un grand pays comme le Canada et 15 pays regroupés dans une seule communauté et qui échangeraient directement avec le Canada avec donc un tarif spécial qui serait appliqué entre le Canada et les pays membres de la CEDEAO et un accord de libre-échange très, très fluide et surtout favorisé pour les deux parties. Excellent. Il y a une question ici. Oui. Pour le cadre du pont, on travaille avec une entreprise marocaine. Est-ce que le Maroc travaille déjà avec le CEDEAO ou est en discussion? J'ai vu qu'ils étaient en discussion pour rejoindre la communauté. Mais est-ce que c'était le cas? Alors, le Maroc, effectivement, a souhaité devenir membre de la CEDEAO, mais ça n'a pas été approuvé. Ils continuent encore à négocier leur participation en tant que pays membre de la CEDEAO, mais pour l'instant, les pays membres de la CEDEAO n'ont pas accepté le Maroc comme membre. Alors, par contre, il y a des partenariats entre chaque pays de la CEDEAO avec le Maroc. Il y a des accords qui existent, il y a des échanges qui se font, mais pas en tant que communauté, en tant que CEDEAO et le Maroc, mais plutôt en tant que chaque pays individuel et le Maroc qui échangent librement. Et le Maroc n'a pas encore eu cette opportunité de devenir membre de la CEDEAO.
Merci. Il y a d'autres pays qui cherchent également à devenir membres de la CEDEAO, mais pour l'instant, les 15 pays n'ont pas accepté. Fanta, mille merci pour le temps que nous a consacré. Il y a une autre question? Je crois qu'il y avait une question. Il y a encore une question. Dans le fond, j'ai vu qu'il y avait comme le CDAO était comme un peu constitué d'un parlement avec tous les membres puis des gens qui représentaient les pays. J'ai vu que le Nigeria avait 35 sièges comparé aux autres pays qui en avaient beaucoup moins. C'est en fonction de la population, mais est-ce que ça joue vraiment plus à son avantage par rapport aux autres pays sur son poids à dire dans tout ce qui se passe dans la CEDEAO? Carl, tu peux me répéter? Je n'ai pas entendu. Le Parlement qui Désolé, hein? la CEDEAO, le Nigeria a une majorité de sièges dû au fait qu'elle a une grande population. Est-ce que ce n'est pas un facteur d'influence bénéfique pour le Nigeria ou dans les discussions, on se retrouve de manière où les résultats sont véritablement à l'avantage de l'ensemble des pays ou à l'avantage d'un seul? Bon, il faut reconnaître que la position du Nigeria est assez forte au sein de la CEDEAO. C'est le premier pays de la CEDEAO. Ensuite, vous avez le Ghana et la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont à peu près à égalité, mais le Nigeria, quand même, vu sa population, elle a plus de 105 millions d'habitants. Elle est quand même une grande force au sein de la CEDEAO. Il a du poids. Elle a beaucoup de poids. Elle a beaucoup de poids. En plus, le siège est dans son pays, n'est-ce pas? Le siège de la CEDEAO est à Abuja. Elle est une grande force. Mais il faut voir aussi, même au niveau de la contribution, elle contribue je crois, à près de 40%. Du budget total. Donc, ce qui lui donne quand même une prépondérance. Hein. Excellent. Oui. Oui. Je pense qu'il y avait encore une autre question. Comment un pays peut devenir membre de la CEDEAO? Comment un pays en développement? Comment un pays peut devenir membre de la CEDEAO? Oui, c'est quoi les critères? Alors, vous savez que on a la commission de la CEDEAO, donc le président de la commission, c'est M. Aliou, le docteur Aliou Omar Touré, qui est président depuis le mois de juillet 2022. Et puis, nous avons les 15 chefs d'État. Et parmi les 15 chefs d'État, nous avons le président en exercice, qui est actuellement le président de la Guinée-Bissau, qui est le président en exercice de la CEDEAO. D'accord? Donc, nous avons un président de la commission, et puis nous avons un président en exercice de la CEDEAO. Alors, lorsqu'un pays veut devenir membre de la CEDEAO, il doit faire la demande auprès des chefs d'État de la CEDEAO, donc des 15 chefs d'État de la CEDEAO. Et actuellement, lorsqu'il fait la demande, les 15 chefs d'État se réunissent, ils analysent les raisons de la demande de cette personne, enfin de ce pays de devenir membre de la CEDEAO. Et puis, on regarde également si ces pays sont en Afrique de l'Ouest, puisqu'on parle de communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi une des raisons pour laquelle le Maroc n'avait pas été accepté, parce que le Maroc n'est pas considéré comme un pays membre de l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, si un membre de l'Afrique de l'Ouest, tel que la Mauritanie, parce que la Mauritanie était membre de la CEDEAO, ensuite la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Si la Mauritanie veut revenir, il faut que le chef de la Mauritanie, le chef d'État de la Mauritanie demande à ses homologues de la Mauritanie, aux autres chefs d'État, d'accepter sa candidature et bien sûr sous certaines conditions. Et pourquoi ce pays a été sorti? Pourquoi il est sorti de… La Mauritanie? Oui. C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Je sais que la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Je crois qu'ils étaient à un moment, je pense, hein, c'était suite à un conflit. Il y avait un conflit en Mauritanie et d'après les informations que j'avais reçues, il ne correspondait plus à
aux critères, en fait, pour aux critères exigés pour être membre de la CEDEAO. Mais je n'ai pas l'information réelle, en fait. Mais c'est l'information que j'ai reçue. La Mauritanie reste un pays surprenant de différence par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment un pays particulier en soi. On n'a pas exploré ni discuté, mais on pourra en parler tout à l'heure. D'autres questions? C'est vrai que la Pendant- Mauritanie est un pays spécial. On ne peut que te remercier de nous avoir éclairés. Moi-même, j'ai peaufiné les connaissances qui avaient besoin d'être peaufinées. Je ne serai qu'un meilleur professeur à la prochaine session grâce à toi. Mille merci. On te souhaite une excellente fin de journée. Il est maintenant 5h30, fin de l'après-midi à Abuja. Alors, on te souhaite une excellente soirée. Merci mille fois. Merci et puis bonne journée à vous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, je vous encourage à venir en Afrique, vraiment, et particulièrement dans l'espace CEDEAO. Merci beaucoup. Merci, Karl.